Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur NIAP, bienvenue dans ce live spécial Largo Winch. On est content de vous proposer un live sur ce personnage et pour vous présenter ce live ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du garant des institutions, le patron. J'ai nommé Valentin. Salut Valentin. Bonsoir. Oh, le bonsoir timide. Tu veux Ouais, pas faire un bon. bonsoir chaleureux? Vas-y, c'est la Bonsoir à fête là. tous. Ouais, non, non, très, Voilà. très heureux de faire ce live Largo Winch, un personnage que j'aime Parfait. beaucoup et j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous. Eh bien, nous avons aussi ce soir notre régisseur de génie, le mec le plus cool du monde, Bakelo. Merci et content d'être présent pour parler de Largo Winch. Largo Winch. Alors, Largo Winch, c'est quoi, hormis le fait que ce soit le milliardaire le plus cool de la bande dessinée? Eh bien, Largo Winch, c'est un jeune aventurier, hein, tout du moins dans le tome 1, un peu voyou, un peu perdu, qui hérite d'un groupe industriel au décès de son père. Son père décède dans des conditions un petit peu étranges, obscures. Euh, et Largo va se retrouver à prendre la direction de l'entreprise, du trust de son père. C'est un milliardaire au grand cœur, il est humaniste, et on peut dire que ce héros est tout sauf un capitaine d'industrie. Il ne court pas après les indicateurs du CAC 40, ni après le cours de l'action. Et donc, du coup, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a vraiment, en tant qu'humaniste et en tant que personne qui veut faire le bien, les coups des franches et les mains libres pour faire ce qu'il veut au sein du groupe Winch? On tentera d'y répondre. Au-delà d'une simple série de bandes dessinées de thrillers économiques, Largo Winch a su s'imposer dans le paysage de BD du XXe siècle pour en devenir tout simplement une série emblématique et tente également de faire sa transition vers le XXIe siècle. Je pense que là, on a calé la présentation du personnage Je fais et je juste vous un petit propose. aparté rapido, hein, parce que de tout ce que tu as dit par rapport au début, pour ceux qui ne se connaissent pas et qui voudraient faire un parallèle avec d'autres œuvres, vous prenez Bruce Wayne et vous ne le faites pas devenir Batman. Voilà. Ça permet de raccrocher nos amis lecteurs de comics Voilà, avec au nous. revoir, C'est belle très journée. bien. Merci, Vakilo. Alors, je vous propose de passer dans une première partie où on va détailler un petit peu comment l'Argo est né, parce que c'est pas forcément une série BD native. D'après Wikipédia, je cite mes sources, Jean Van Damme, qui est le créateur ou le co-créateur de la BD, commence à travailler sur l'Argo dès 1973, à réfléchir un petit peu à ce qu'il pourrait faire sur ce personnage et avec Greg aussi, auteur, scénariste de bande dessinée. Faut savoir qu'à ce moment-là, Jean Van Damme n'est pas encore scénariste de bande dessinée à plein temps. Il doit être dans le marketing chez Philips, je crois. Donc en fait, voilà, commence à poser les bases de ce que pourrait être ce personnage. En 1977 sort le premier de 6 romans, toujours signé par Jean Van Damme, qui concrétise un petit peu son concept et son histoire. Et eh bien, Largo Winch est une sorte de James Bond, patron d'industrie. On retrouve un petit peu de la tonalité de James Bond. Toujours ce que je disais, hein, c'est qu'il va prendre le poste de directeur d'un trust. Alors le trust, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. C'est un peu le fantasme des années 90, hein, l'entreprise qui fait tout, qui exerce dans tous les domaines, alors qu'on verra que aujourd'hui c'est pas forcément ce qui fait rêver tout le monde. Avec un Tesla ou genre de choses ou Apple par exemple, ce sont des entreprises énormes, immenses, mais qui sont cantonnés à un secteur d'activité, voire éventuellement deux, mais pas plus. Bref, je pense aussi en parlant de trust, je pense à l'OCP, qui est le trust iconique des films Robocop des années 90. Tout à fait. Pour revenir à ces livres, en fait, Jean Van Damme va présenter son personnage de manière un peu plus crue que ce que ce sera dans la BD. En fait, l'évocation est plus explicite de la violence et du sexe. Il y a une gestion différente de l'humour, mais ça correspond aussi aux livres de cette époque-là. Et donc, du coup,
il va au gré des années en fait en sortir 6. Alors, j'ai plus les titres exacts, mais on va recouper en parlant de la bande dessinée. En fait, on va s'apercevoir que Van Damme recyclera en fait ces histoires qu'il a développées dans ses livres pour les placer en bande dessinée, mais de manière un peu plus édulcorée et en changeant des noms des personnages, des nationalités, etc., pour être un peu plus passe-partout. Donc, tout ça nous amène en 1990, et là sort le premier tome de Largo Winch qui se nomme L'Héritier. Largo Winch fonctionne par diptyque. Donc en fait, le premier diptyque, c'est L'Héritier, tome 1, et le groupe W, tome 2. Et donc, comme je le disais, Van Damme recycle et adapte ses premières trames scénaristiques et on écrira par la suite des histoires originales. Une BD, c'est un scénariste et un dessinateur. Et, ben c'est Philippe Franck qui va dessiner en fait Largo Winch. Et qui est Philippe Franck? Eh ben, c'est encore un jeune dessinateur à l'époque, hein, en 90. Enfin, il est sorti depuis quelques temps, mais de l'école de Saint-Luc à Bruxelles. Et il n'a signé que 4 albums, 2 séries notamment. Alors la série Des villes et des femmes, qui sont ses premières BD en 2 épisodes. Et puis Léo Tomasini, qui est une BD policière aventure, je crois. J'ai lu ça il y a longtemps. Et donc, à la suite de ces 2 tomes, ben en fait, j'ai cru entendre que Philippe Franck avait été un petit peu hypé par le personnage de Van Damme et qu'ils se sont rencontrés pour l'adaptation. Bref, dès lors, Largo va voyager sur différents continents et aborder diverses problématiques en phase avec les époques qu'il va traverser, puisque la série est encore d'actualité. Et la série, on peut dire, montre une certaine pertinence. Je viens peut-être de le dire, ça. Je viens de le dire? C'est pas bien grave. Je viens de le dire. Largo va voyager sur différents continents et aborder diverses problématiques en phase avec son époque. Et les sujets sont souvent pertinents. Par contre, la grosse différence avec les livres, c'est que le côté économique prend le pas sur le côté James Bond, clairement. Et Largo ne sera, même si c'est un beau gosse éternel, ne sera pas forcément un bourreau des cœurs. Voilà. C'est bon? Vous Ouais. êtes tous d'accord? Oui, en sachant que c'est Non, quelque chose qui tranche énormément parce que souvent ils ont tendance, parce que l'époque où c'est né, où tout ce qui a fait derrière le succès, tu le dis à plusieurs reprises, c'est le côté James Bond et c'est quelque chose qui revenait souvent le fait que les personnages soient beaux, qu'ils n'hésitent pas à être un bourreau des cœurs, tout ça. Largo Winch est hors contexte de ce propos. Il a même un côté Ouais, c'est un beau beaucoup plus gosse. réaliste. C'est un beau gosse, Non, mais mais c'est pas un bourreau des réaliste. cœurs. Voilà. C'est un Bon, côté. Largo Winch, il est musclé, il est voilà, Ouais, mais d'un autre c'est côté, pas moi Largo Winch, tu vois. ouais, ah, bah, c'est pas moi non plus. Mais je veux dire, c'est que derrière, le personnage me paraît Il y plus a pas ce réaliste. côté. Voilà. Ouais, Il y en a que c'est des bourrées d'écart, mais celui-là, non. ça donne du réalisme et du charisme également au personnage. C'est quelqu'un de très beau, de très élégant, mais qui ne surjoue pas ce rôle-là. Et même s'il a des femmes dans sa vie, C'est c'est pas pas un James coureur. Bond. Voilà, c'est pas un coureur. Voilà, voilà. Une petite remarque avant de conclure cette première partie que j'ai faite, je me suis fait récemment, en fait, suite au décès de Jean-Paul Belmondo, j'ai revu un film qui s'appelle L'Héritier. Donc déjà, on a un titre évocateur. Et ce film est sorti en 1973, si vous vous souvenez de la première date que j'ai évoquée. Bon, voilà. Et donc, en fait, c'est un film de Philippe Labro. Et dans ce film, Belmondo incarne Bart Cordel, qui est l'héritier également d'un trust qui exerce aussi bien dans la presse que dans l'industrie et dans les aciéries. Euh, c'est un héritier fulgurant puisqu'il est très dynamique et tout ça. Et en fait, il va prendre le contrôle de ce groupe, remettre en cause son fonctionnement. Et puis, il va enquêter aussi sur le décès de son père. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce film maintenant. Mais On n'hésitez a pas à des le voir. points communs. On a des points communs avec ce qu'est Largo aujourd'hui, puisqu'on a un héritier, on a un lourd héritage, on a le trust,
on a un ami fidèle, comme l'est Simon. Mhm. On a la figure du père et on a un souhait de faire changer les choses. Tout ça dans le faste et la classe. Et à la vue de ce film, L'Héritier, pour moi, il était impossible de ne pas penser à Largo. Alors, je n'affirme rien du tout, d'accord? C'est juste une supposition. Mais si vous avez l'occasion de voir ce film, je ne sais plus s'il est encore disponible sur les plateformes, euh, je me pose la question malgré tout, est-ce que Van Damme en 73, au moment où il commence sa réflexion sur le personnage, n'a pas vu ce film? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se recoupent? Je ne parle pas d'une copie, loin de là, mais pour moi, il y a des choses qui pourraient se recouper. Alors, je n'ai pas les moyens de poser la question, je pense que je le ferai un jour, mais voilà, c'est une question que je me pose parce qu'il y a quand même beaucoup de points marquants. Voilà. Après, On en a fini l'influence, avec... les Ah influences bah d'autres l'affluence, médias, ça a toujours joué. Le cinéma complètement. français a énormément inspiré pas mal de mangaka au Japon. Alors pourquoi pas des auteurs belges également. Donc Pourquoi pas? là-dessus, moi je ne serais pas trop étonné. Mais bon, là c'est Van Damme qui a la réponse. C'est lui seul pour nous le dire. Eh ben, j'essaierai de lui poser la question. Voilà. Eh ben vas-y. N'oublie pas, j'ai le Ça matos. marche. Hein. J'ai le matos. Entre quel rendez-vous, on va à Bruxelles, on y va. Ça marche. Pas de problème. Je vous propose de passer dans une deuxième partie où c'est Valentin qui va prendre le relais, car Valentin a relu tous les Largo Winch pour pouvoir en parler ce soir. Et on va examiner l'histoire de Largo à travers ses différents diptyques. Et Valentin, je te laisse la parole pour le premier diptyque, L'Héritier et le groupe W. Tout à fait. Normalement, on a les couvertures qui doivent défiler. L'Héritier et le groupe W, ce sont donc les deux premiers albums de la saga. Ça pose les bases de ce que sera finalement l'ADN, la recette d'un diptyque de Largo Winch. On débarque dans la vie de ce jeune finalement d'Europe de l'Est, issu d'un milieu plutôt populaire, qui a été adopté par un milliardaire américain pour reprendre les rênes de son groupe à son décès, puisque le groupe Winch tient finalement, parce qu'il y a finalement le fondateur de ce groupe-là qui existe, en tout cas le dirigeant de ce groupe-là, donc Nerio Winch, et le groupe tourne autour de lui. Donc, toute la structuration du groupe tourne autour de ce mec-là, qui donc vient à décéder. Et donc on découvre la façon dont il a construit sa succession pour éviter que son groupe ne soit dilapidé aux quatre vents. Donc on découvre en même temps que Largo, qui est un jeune qui a même pas 30 ans, qui débarque dans un milieu des affaires alors que c'est pas forcément son milieu de prédilection. Lui, c'est plutôt une tête brûlée, une sorte de jeune qui a envie de faire sa vie, d'être libre et de pouvoir voyager et faire tout un tas d'aventures à travers le monde. Et il va Avec son débouler pote, avec son pote Simon Ovrona, son pote de galère. qui est un ancien voleur, enfin un ancien cambrioleur. Donc c'est pas voilà le, le garçon de bonne famille qui a envie forcément de prendre les rênes d'un groupe tel que le groupe W, qui pèse quand même 10 milliards d'euros, enfin 10 milliards de dollars, pardon, à l'époque. Donc c'est quand même une grosse machine. Il va débarquer au milieu de conseils d'administration avec des mecs en costume cravate qui, pour le coup, ont tout un tas d'égos personnels à faire valoir parce que chacun dirige une filiale de ce groupe-là. Et donc, c'est deux mondes qui se rencontrent, le monde d'un jeune un peu aventureux et le monde des affaires. C'est Dans... 13 années 90. Hein. Ouais, ouais, ouais. Dans le premier, le groupe Winch est très, très années 90, hein, avec ses luttes d'ego et tout ça, c'est impressionnant. Mmh. Et en fait, c'est deux mondes finalement assez similaires, puisque dans les deux cas, finalement, c'est un monde de requins, hein, que ce soit le monde de l'aventure que connaît Largo avec tout un tas de malfrats qu'il a été amené à côtoyer, et le monde des affaires où il y a des gens qui, sous couvert d'un costume, font quand même des belles saloperies. Et il va falloir C'est les aussi, mêmes, non? Les c'est plus ou malfrats moins qu'il les a mêmes. vus. Oui, oui, oui. C'est plus ou moins les mêmes, et il va falloir qu'il élucide aussi le pourquoi son père adoptif est décédé, parce qu'il a été assassiné, et qui est derrière tout ça. Donc voilà, ça pose les bases. Deux premiers albums de la saga. Bien, et donc on enchaîne avec le diptyque suivant, OPA. qui lui aussi va structurer en fait l'histoire du groupe Mmh. Winch, c'est OPA et Business Blues. Oui, tout à fait. OPA et Business Blues, c'est un diptyque que moi j'aime particulièrement. Ça pose toute l'architecture financière, parce que c'est vraiment ça aussi qui fait la richesse de Largo Winch. C'est le réalisme financier et le soin qui est apporté à essayer d'être un petit peu, on va dire, dans des mécanismes qui pourraient éventuellement arriver dans la vraie vie. Et OPA et Business Blues, c'est en fait un mécanisme
d'attaque de l'entreprise de Largo Winch par finalement des concurrents autour qui rachètent en sous-main des actions des différents groupes, enfin des différentes entreprises que possède le groupe W dans l'espoir d'en prendre le contrôle. Et donc, Largo Winch va être poussé par ses cadres dirigeants à faire une contre-attaque. Euh, le plan sur le papier semble idéal, c'est une super opération, et peut-être que dans la pratique, ça va pas aussi bien se passer que prévu. Et c'est de la manipulation des jeux de complot, de pouvoir, de tractation dans un sens et dans l'autre. C'est finalement tout le jus d'un Largo Winch réussi, c'est de l'aventure, mais de l'aventure aussi financière, des mécanismes et des complots dans tous les sens. Et C'est dans ça, c'est celui-là qu'on voit l'apparition de Gus Fenimore ou pas? oui, c'est tout C'est à plus fait dans tard. Ouais. celui-là. Gus Fenimore, c'est donc en fait on va dire entre guillemets un ennemi, mais dans Largo Winch, les ennemis, c'est pas des gens, on va dire manichéens, dans le sens où c'est des gens qui sont forcément noirs ou blancs. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a vu une opportunité, qui a essayé de la saisir, potentiellement qui est un pion dans un échiquier beaucoup plus grand. Et Gus Fenimore est donc un homme d'affaires qui lui possède lui aussi son groupe, un peu plus petit que celui de Largo Winch, mais qui a des arguments à faire valoir et qui essaye de tirer C'est son épingle un, du jeu. c'est un personnage avec du charisme, je trouve, et qui est complètement aux antipodes de Largo, déjà physiquement, mais en Mmh. plus, c'est un jouisseur, en fait, dans la vie, et je trouve ça, voilà, Mmh. j'aime beaucoup. On passe au diptyque suivant avec Ash et Dutch Connection, qui est un peu différent des deux derniers dont on vient de parler, Ouais, je crois. Ash et Dutch Connection. Alors, ça s'inscrit quand même encore dans la même lignée, hein. C'est encore du complot économique, mais là, on est plus sur un complot de trafic de drogue, puisqu'il s'avère que les autorités internationales ont découvert que de la drogue, en l'occurrence de la cocaïne enrichie de façon assez importante, donc pure et donc très très chère, transite par des avions de la Winch Air, qui est donc la compagnie aérienne du groupe Winch, puisque le groupe Winch est donc, comme tu le disais tout à l'heure, composé de plein de divisions différentes. Il y a une division aéronautique et il semblerait que cette division fasse finalement du trafic de stupéfiants à l'échelle internationale, notamment Mais il y avec a les... une histoire dans l'actualité comme ça avec Air des pilotes cocaïne. d'avion qui, voilà, air cocaïne, tu vois, Oui, bah, c'est vrai qu'il D'ailleurs, y a pas mal de diptyques qui ouais. collent plus ou moins à des choses d'actualité, ouais. Ouais, et sauf que là, je crois que c'était l'histoire d'un avion privé qui oui, appartenait à un grand lunettiste français. d'accord, Je ne dis voilà, pas le on nom ne pour pas dira faire de pas marque. son nom. Non, Pour pas non, faire de non, marque, mais non, voilà, mais bon. Mhm, mhm. mais non. Ouais. En tout cas, on voit dans ce, il y a toujours des personnages que j'aime bien. Mhm. Marjane, hein, mais je Marjane, crois que ouais. ça doit, et qui apparaît, qui est la copine de Simon pendant quelques temps. Mhm. Chaque diptyque voit apparaître des personnages qui peuvent disparaître rapidement ou réapparaître quelques tomes plus tard. Mhm. C'est aussi la force de Largo, j'aime bien. Même les personnages secondaires, on y reviendra, mais les personnages secondaires sont travaillés dans leur part Mm, lumineuse comme mm. leur part un peu plus sombre. Simon Vronas est un personnage qui a de multiples casquettes, qui à la fois a des vertus comme des vices, dont finalement ils C'est exploitent un ce filou. trait. Tu Simon, c'est vois, un filou. il collectionne les conquêtes, il est toujours un peu escroc sur les bords, mais ça sert le récit. C'est jamais gratuit, ça sert pour le coup pas mal de fois le récit pour aider Largo Winch. C'est un personnage qui est attachant, qui a un sens moral assez chevillé au corps, et ça peut aussi aider Largo Winch dans des aventures. Pour éviter aux personnages qui ne se salissent les mains, c'est souvent Simon qui s'y colle, donc Mm. ça a un intérêt Mm. scénaristique. Donc en tout cas, ça permet de découvrir Paris et les Pays-Bas, et ça a son charme, voilà, de voyage en Europe, puisque Largo Winch essaye de comprendre qui exploite ces avions en parallèle finalement des enquêtes de l'administration des drogues, enfin anti-drogue, et essaye de comprendre qui a essayé de l'entourlouper. Voilà, donc ça c'est tout le ressort de H et Dutch Connection. On enchaîne avec la forteresse du Maquiling et l'heure du tigre. Ouais, ça c'est un diptyque que j'aime beaucoup moins. Tu parlais de Marjane tout à l'heure. Marjane apparaît aussi ici puisque elle, qui est donc une policière hollandaise avec du coup Simon, partent en vacances en Birmanie. Quel curieux choix de vacances. Enfin, en tout cas, ils sont du coup victimes d'un complot plus ou moins politique pour atteindre Largo Winch par ricochet, puisque personne n'est sans ignorer que c'est quand même le meilleur ami du milliardaire le plus riche de la planète. Et il se trouve qu'ils sont capturés par les autorités birmanes par une sorte de coup de montée un peu bizarre, et
l'objectif de Largo Winch dans ce diptyque va être de les libérer, en tout cas de libérer Simon, qui doit être exécuté et qui est donc conduit dans la jungle birmane. Donc c'est un diptyque moins économique, beaucoup plus dans l'aventure, un peu trop des fois dans Moins l'aspect marquant jungle, aussi, je moins trouve. Ouais. marquant aussi, ouais. Mhm. Et là, on va arriver, en changeant de diptyque, on va arriver vers la montée en cadence en termes de qualité, en termes d'histoire et en termes de graphisme. Mhm. Les diptyques où Philippe Franck va se révéler un excellent dessinateur. Et ça commence par voir Venise et mourir. Voir Venise et mourir, c'est aussi un diptyque, oui, effectivement, qui est très marquant. Ça commence par la réception d'un fax à New York, qui est donc le QG du siège de Largo Winch. Un fax qui a été envoyé par un homme sur le point de mourir, qui était pourchassé dans les rues de Venise par des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils voulaient, mais globalement, on sait que ça concerne Largo Winch, puisque le fax qui est envoyé à Largo Winch, c'est un avertissement s'agissant d'un homme qui est considéré comme le Doge de Venise, qui est on va dire, une sorte de figure incontournable de la ville, un peu philanthrope, etc. Enfin, quelqu'un qui pèse dans la ville. Et c'est un avertissement. Il se trame des choses à Venise. Il se trouve que une des proches de Largo Winch, un personnage qu'on découvre dans les premiers albums, se retrouve, elle, mêlée à justement une sorte de mafia locale, ou en tout cas une sorte de problématique locale. Largo Winch est parallèlement invité à une sorte de gala de charité à Venise. Les deux intrigues vont se télescoper et vont amener Largo Winch, qui aime beaucoup le goût du risque aussi. Quand on l'avertit, fais attention au Doge de Venise, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de se jeter dans la gueule du loup pour aller comprendre de quoi il retourne. En Et même temps, s'il y allait pas, il n'y aurait pas de BD, quoi. Voilà. c'est Bon, ça serait générique. Donc c'est effectivement, voilà. Donc il va aller à Venise et c'est magnifique. Les décors sont magnifiques, l'intrigue est très chouette et l'aventure aussi. très très bon diptyque, j'aime beaucoup. On enchaîne avec l'invention de W9, parce que ça n'est pas M6, hein, c'est Van Damme qui a inventé W9. Ouais. Dans le diptyque suivant, Golden Gate et Shadow. Là, du coup, on s'intéresse à la division plutôt, on va dire, loisirs, cinéma, télévision, en tout cas du Média, groupe ouais, enfin, W, médias, ouais, média, broadcast, etc. Ouais. voilà, tout à fait, de la côte ouest américaine, là où tout se passe un peu comme Hollywood. Et il se trouve que à l'occasion de Golden Gate, l'ami de Largo Winch, qui s'appelle donc Simon Ovrona, comme je l'évoquais précédemment, se retrouve propulsé, la vedette d'un feuilleton un peu pourri, on va le dire, mais qui fait qu'il est en tête d'affiche. Il a un succès fou, tout le monde l'apprécie, tout le Et monde. il aime ça, Il aime ça typiquement, ça aussi. cadre avec le personnage. Il en joue beaucoup. C'est quelqu'un qui aime bien les phares et paillettes, donc forcément, il en joue énormément. Mais il se trouve que voilà, cette série pourrait être finalement une manière de blanchir des fonds. Et il y a toute une intrigue avec comment dirais-je, de la concurrence féroce sur le secteur justement du divertissement et notamment du divertissement télé sur la côte ouest avec quelques entreprises. Et Largo Winch, suite à la disparition d'une de ses administratrices qui est censée enquêter sur place pour comprendre un petit peu d'où viennent les fonds qui financent ce fameux feuilleton, et ben, il va aller sur place pour comprendre où est passée cette fameuse administratrice qui a disparu et qui potentiellement aurait été victime d'un kidnapping. Donc beaucoup de zones d'ombre sur la côte ouest américaine. Mais il n'en fallait pas plus à Largo pour s'y rendre et essayer de mener l'enquête. Voilà. D'où le titre du deuxième tome de ce diptyque, Shadow, évidemment. Shadow, tout à Tout se fait. passe bien. À noter que dans ce tome-là, il y a un truc un peu plus obscur qu'on n'a pas vu jusque-là dans l'argot et qu'on ne verra plus. C'est un snuff movie littéralement, ou une inspiration, enfin un peu bizarre, parce que on voit une séance de torture en fait avec quelqu'un qui est ligoté et des rats qui sont lâchés, qui n'ont pas mangé depuis quelque temps. Donc en fait, c'est des choses qui existent, hein, je pense, parce que sinon voilà. Mais voir ça dans l'argot, c'est un petit peu spécial quand même. C'est un tome qui est sombre, hein. C'est un tome qui est sombre, mais c'est jamais fait avec gratuité, dans le sens où c'est subtil. On voit pas le visage du personnage pendant la scène de torture. C'est pas de la torture pour de la torture. Ça sert aussi l'intrigue et c'est fait de Non, bien sûr, façon ouais. light. Donc c'est un tome qui est très sombre dans les sujets abordés, vraiment, parce que c'est des thèmes qui sont assez lourds, qui font partie de sujets qui ont pu sortir dans la presse à différents moments par le passé, mais qui pour le coup, voilà, c'est un album qui reste comme sobre sur la façon dont les sujets sont traités.
Et le cas de la torture, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas très anodin de toute façon. Parce que même dans la BD, même dans les BD les puissantes, c'est pas quelque chose qu'on voit le plus souvent. C'est un sujet qui est très délicat parce que c'est des choses qui sont très dures, aussi bien dans le cadre des personnages qui le vivent que pour le lecteur. Donc réussir à le mettre dans une BD et surtout qui sert la narration, c'est vraiment quelque chose de très réussi. Là, je Non, ne mais pense là, pas là qu'il y en a. c'est extrêmement bien géré C'est ça. par Philippe Franck, hein, qui fait une partie de la mise en scène aussi. Et non, non, je disais ça parce que c'est aussi intéressant de savoir que les Largo Winch ne sont pas des tomes de oui-oui, hein, où tout se passe dans le meilleur des mondes, et que bah, quand il faut raconter des choses un peu de manière brute, et ben c'est pas choquant, mais on passe par là aussi, quoi. Voilà. Mais même, On voilà, en enchaîne. tout cas, le fait de oser le faire, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et le peu qu'il y en a Ah qui le bah, font, il y en dans a une qui le BD tout radent. public, non, Voilà, c'est voilà. risqué, mais C'est très c'est risqué, mais maîtrisé. voilà. Je pense qu'ils ont dû énormément Après, travailler dessus. c'est deux cases au détour d'une BD. Hein. La BD Mhm. n'est pas construite là-dessus, hein, Ah oui, pour non, Tout mais mettre à les fait. choses même, en Ouais. ordre. même une Ouais. case Voilà. ou quoi que ce soit, la suggestion est souvent plus facile, et plus facile à faire. Le... Imaginez la personne, vu que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, par exemple, tu vas pas parler, hop, case hors champ, juste les cris qui sont mis, des fois ça suffit. Mais mettre des. Non, mais là, Voilà, c'est fait de manière. Alors, on a plus les pages sous ouais, la main, mais c'est fait Mhm. de manière tout à fait c'est cordiale et voilà, maîtrisée. c'est ça. Tout à Et, fait. Je et vous ça, propose voilà, Dans- oui, et c'est ça qui est justement très fort. C'est le fait comment ça a été ouais, maîtrisé pour être mis dessus. Valentin. Ouais. Et- Je vais reprendre comme ça, on peut du coup continuer la C'est ça série, que je les voulais ouais, faire. voilà. C'est ça que je et voulais faire. pouvoir justement, parce que c'est vrai que le programme est relativement chargé et Mm. du coup on a quand même un petit timing en tête pour le suivre. Euh, donc le diptyque suivant est aussi très marquant. Je sais que toi tu l'aimes beaucoup aussi, Julien. C'est Ah, moi, c'est un de mes préférés. Et pour la petite anecdote, c'est Le Prix de l'argent, qui est le premier des deux Ouais, diptyques. ouais. C'est le premier Largo que j'ai lu et il est juste et génial. Vu que ça se passe un petit peu dans la neige, Mhm. ben, vu Oui, qu'on est en période de fin d'année, lisez-le ou relisez-le, ouais. il est génial. Voilà. Le prix de l'argent et la loi du dollar, là on renoue vraiment de corps avec la partie économique que j'aimais beaucoup aussi chez Largo Winch. On est en plein dedans et ça commence par un homme qui se suicide en direct à la télévision après avoir accusé Largo Winch de l'avoir mis au chômage puisque cet homme est propriétaire d'une filiale qui fabrique des skis en fait, qui s'est fait racheter par le groupe W quelques années plus tôt. Et il se trouve que tous les salariés de cette entreprise qui faisaient vivre une ville entière du Canada se sont retrouvés au chômage. Donc Largo est un peu surpris parce que comme Julien, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui est attaché à des valeurs humaines, c'est un patron qui est relativement bienveillant. Hein. On pourrait dire que c'est un patron un peu idéal dans la façon dont il est dépeint par les auteurs. Et il est un peu confronté à la gestion par des administrateurs parce qu'il ne peut pas tout gérer, hein, c'est beaucoup trop gros pour un seul homme. Et il découvre que malgré lui, par son absence finalement de capacité à tout contrôler, il y a des gens qui finalement en viennent à se suicider en direct. Et ça va l'amener là encore à essayer de démêler un petit peu comment tout ça a pu se passer, puisqu'il se pourrait que l'entreprise n'ait pas été fermée pour cause économique, mais pour se faire plus de bénéfices que les actionnaires n'en avaient déjà. Donc c'est pas très propre, et il y a clairement des choses à aller élucider là-dedans. Non, le diptyque est très touchant et met en scène un personnage que j'aime beaucoup, Mm-hmm. qui est June Tarrant, la fille en fait du personnage qui se suicide et qui est une jeune femme qui est aveugle, mais très 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 déterminée. Encore Mm-hmm. une fois, un personnage secondaire bien écrit et qui va tout faire en fait pour rétablir la vérité. Et forcément, ça va coller avec les intentions de Largo. Un très 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 bon diptyque. Et On d'ailleurs, ça enchaîne permet avec, aussi de, oui, peut-être rapidement, ça permet aussi mais d'évoquer on a Freddy, quand même le temps, hein. qui est le pilote de Oui, Largo Winch, qui est un personnage qui est lui aussi avec une grosse part d'ombre, puisque c'est quelqu'un qui, là non plus, n'est pas un enfant de cœur, qui a été recruté par Nario, qui a eu l'occasion d'être militaire par le passé et qui avait fait deux, trois conneries malgré lui. Et c'est un personnage qui est vraiment très fort dans la saga. Et c'est un diptyque, du coup, qui le met en lumière aussi. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette aussi. oui, et ça révèle aussi on pourrait en disserter des heures et des heures, mais ça révèle Mm. aussi le côté humain de Freddy, Oui. qui est un ancien agent du Mossad
qu'on ne voit jusqu'à présent que comme le pilote en fait de l'Argo, qui va être aussi le garde du corps. Là, voilà, ça rentre dans une autre dimension et le Mais personnage prend un ouais. peu d'épaisseur en fait. Oui, mais on comprend que voilà, c'est pas forcément que un pilote, puisqu'il a une balafre sur tout le visage. Enfin, il est quand même marqué, il a des cheveux un peu longs, ce qui n'est pas tout à fait le look du pilote classique tel qu'on peut se l'imaginer, quoi. Voilà. Ouais, Et voilà. tout à fait. Non, mais c'est vraiment, pour le redire, c'est vraiment un très bon diptyque. C'est vraiment un très bon diptyque. Euh, Autre excellent diptyque, juste derrière, les trois Ouais. yeux des gardiens du Tao et la voix et la vertu, Tout à fait. qui nous rappellent un peu le passé, je crois. Oui, bah alors là, ça nous emmène en Chine, hein. À chaque fois, on switch un petit peu de pays. On a fait le Canada pour le diptyque précédent. Là, on se retrouve en Chine. Pour une raison simple, c'est que pour pénétrer finalement le marché chinois, Largo envisage de fusionner la division qu'il a de création d'avions, non pas la direction de tourisme aéronautique, mais plutôt de création d'avions. Le marché américain étant saturé, tout le monde a déjà acheté De de conception d'avion. conception d'avions, oui, Ouais, pardon. c'est pas pareil. Et du coup, il n'arrive plus à en vendre sur le marché américain et au même européen, puisque chacun a réussi à avoir son jet. Ça n'a plus la cote. Donc, il faut pénétrer le marché asiatique, notamment chinois. Et donc, il faut potentiellement se fusionner avec une entreprise locale pour arriver à pénétrer un marché très fermé. Et il se trouve que ça se télescope avec une autre chose, c'est que par le passé, Largo Winch avait été emprisonné au Tibet pour des raisons qu'on ne connaît pas trop à l'époque, avec C'est là qu'il a un... rencontré Tintin, normalement. Non, non, j'arrête là. Non, non, non. Non, non, j'arrête là. Stop. Il a rencontré un Chinois dans une cellule et Voilà. ils ont réussi à s'échapper de leur cellule et de traverser tout l'Himalaya, non sans mal. Et il se trouve que bon, le compagnon d'infortune de Largo avait perdu une jambe dans l'affaire, mais il a quand même réussi à survivre grâce à Largo. Et à l'issue de ce voyage, il a permis à Largo, puisque ce Chinois-là, il fait partie des triades chinoises, de lui donner un mot de passe. Et si jamais Largo est en danger ou a un besoin particulier, il doit finalement trouver le Chinois le plus riche de l'endroit où il se trouve. Et ce Chinois va l'aider comme une sorte de dette morale que ce Chinois a contractée envers Largo. Cette dette sera réparée par la triade. Il se trouve que Largo a déjà utilisé ce ressort dans la forteresse de Makiling, puisqu'il a eu besoin des triades chinoises pour libérer son ami Simon, et que c'est lui qui s'est retrouvé à son tour en dette vis-à-vis des triades, qui se charge de lui rappeler dans cet album. Donc voilà, 2 raisons pour Largo d'aller en Chine. Et ça va être un diptyque absolument magnifique avec des décors époustouflants, un cadre aussi et des personnages très attachants. Euh, et je sais que toi, c'est l'un de tes diptyques préférés, mais c'est vraiment un diptyque. Également, je fais un petit peu de Mhm. pub. En fait, la conception graphique et scénaristique de ce diptyque est racontée dans La méthode Largo Winch, qui est un bouquin en fait édité chez Erol, signé par Jean-Marc Lenné. Donc, on a tout le détail en fait du procédé d'écriture, etc. Et c'est livré avec un film qui avait été un documentaire fait par Canary Film, qui montre aussi le travail, l'approche de Jean Van Hamme, également Philippe Franck. Et c'est hyper intéressant pour se documenter sur la question. Mhm. Et je te laisse, Valentin, passer au diptyque suivant avec Mer Noire et Colère Rouge. Ouais, Mer Noire et Colère Rouge, j'ai envie de dire que là, c'est là où la série commence à sombrer. Enfin, sombrer. Dans les eaux troubles scénaristiques, j'ai envie de te dire, C'est c'est la dur. partie. Oui, ouais, ouais. J'aurais dit tomber dans une certaine routine, Peut-être, voire peut-être, décliner un peut-être. petit peu. Voilà. Décliner un petit peu, oui. Enfin, après, c'est vrai que c'était pour le jeu de mots avec le fait qu'on aille dans Le la milieu mer. maritime. Là, on s'en va vers la partie turque pour toute la division maritime de l'entreprise et on retombe dans une sorte de trafic de stupéfiants à l'échelle internationale. Je résume hein, vraiment de manière très large. C'est pas un diptyque qui m'a transporté pour le coup. Non, je suis d'accord. C'est un diptyque qui finalement fait un peu doublon avec H et Dutch Connection, mais dans d'autres sphères. Ça a le mérite de brosser une division qu'on ne connaissait pas, qui était celle du transport maritime. Et chaque diptyque est l'occasion d'un nouveau pays, d'un nouveau voyage, d'une nouvelle division, pour comprendre un petit peu le scope des différents directeurs généraux. Et donc, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas un diptyque qui m'a plus marqué que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on va continuer le déclin sur Chassé croisé et 20 secondes.
Alors, je me permets d'intervenir. C'est peut-être le diptyque qui marque la fin de l'inspiration de Jean Van Damme côté scénario. Ouais. On reviendra sur la partie graphique, mais je trouve que Philippe Franck est pas forcément au top de sa forme sur ce côté dessin, sur ce Ouais, ouais. diptyque-là. Oui, alors, Chassé croisé et 20 secondes, ça se passe du coup, pour le coup, à Londres. C'est-à-dire que du coup, il y a un climat un peu d'attentat et que des gens vont essayer d'attenter finalement au groupe W en attaquant de façon explosive, on va dire, le siège londonien du groupe W. Donc il y a une sorte d'idée générale qui surfe un peu avec l'actualité, c'est-à-dire vraiment le contexte d'attentat qui sert le récit. Après, ça part un petit peu dans tous les sens, ça crée des romances qui servent pas le récit, qui font pas avancer l'intrigue plus que ça, hormis peut-être le développement du passé de la secrétaire Miss Pennywinkle, qui est une secrétaire emblématique du groupe W, qui est un personnage là encore très marquant. J'ai envie de dire que c'est presque grâce à elle que tient le groupe W en tant que tel, puisqu'elle est vraiment l'une des chevilles ouvrières qui fait que la cohésion d'ensemble et tout est bien huilé et fonctionne correctement. On va en apprendre un peu plus sur elle. C'est sans doute le principal apport de ce diptyque, à mon sens. Après, Il y a malgré tout de belles cases, je trouve, sur Mhm. le paysage de Londres. Oui, 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 tout à fait. Et il y a des trucs sympas. Oui, oui. Il y a certaines cases où je trouve que Franck est pas au top, mais sinon, il y a quand même de très belles cases dans le diptyque, quoi. Graphiquement, j'ai trouvé ça sympa, et puis on sent qu'il y a une approche qui se veut un peu plus déjà contemporaine. Avec Chassé croisé et 20 secondes, on avait l'impact de la crise économique de 2008 sur le groupe W, avec une approche un peu plus humaine, et comment le groupe avait réussi à surmonter finalement Mm. la crise de 2008. Comment est-ce que Largo Winch avait divisé les dividendes de ses actionnaires et ses DG principaux pour permettre de sauver le maximum de salariés. Et là, avec l'étoile avec Chassé croisé et fin de seconde, on est sur la sphère londonienne. Bref, le groupe arrive à se délocaliser en partie sur d'autres terrains de jeu, notamment Londres, qui est une place tournante économique importante. Et c'est intéressant. Il y a de nouveaux bâtiments. D'ailleurs, le bâtiment avait été conçu par un architecte. Donc on sent qu'il y a une volonté de s'inscrire sur de nouvelles places économiques plus contemporaines, New York Mais n'étant le bâtiment, il est pas à Londres, hein. Je crois pas qu'il soit à Londres, le bâtiment qu'on voit à la fin. alors, Il est pas à New York, mais il est pas à San Francisco ou à Boston. non, alors, Boston. À Boston. C'est pas ça? Boston, oui, c'est ça, mais il y avait aussi une tour qui a été faite à Londres, puisqu'il y avait à l'occasion d'un séminaire, Ah oui. le groupe se passait à Londres. Donc en fait, il y a plusieurs tours qui sont positionnées à différents endroits, parce que le groupe a des divisions un peu partout et bouge. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors, pour expliquer un petit peu, 20 secondes, en fait, c'est le dernier tome de Jean Van Damme, qui, après plusieurs diptyques et après plusieurs années, je ne sais plus quelle année ça se passe. On sent les mecs qui ont travaillé pour préparer le live, hein, mais c'est pas De grave. quoi tu parles de Chassé croisé 20 secondes? Je dirais 20 secondes devrait sortir en 2017 peut-être, un truc comme ça, je crois, ou il me semble 2017. Je Je serais sais plus tenté la de date dire exacte. Je crois que c'est peut-être un peu plus tôt, mais je crois que ça doit être 2017, 2014. 2017, on ok. va dire 2017, ouais. Ok. Et donc en fait, Jean Van Damme arrête en fait la série. Alors je vais vous dire, attendez, je vais retrouver le truc. Ouais. 20 secondes sort en 2010. 2015, pardon. Ah, Ouais, tu vois, moi j'ai c'était une date de presque. Ouais, publication 2010. ouais. Hein. On aurait dû faire Non, voter les gens du 2015, chat. je sais. Non. Et donc, du coup, bref, en 2015, un peu plus tard, même Jean Van Damme décide d'annoncer qu'il arrête Largo. Et donc, du coup, c'est Eric Giacometti qui reprend le scénario, qui est une connaissance de Philippe Franck. Il est écrivain, il a signé beaucoup de romans, en fait, d'enquêtes policières, d'enquêtes dans les milieux, en fait, j'ai oublié le nom, ça m'est sorti de la tête au moment où j'allais le dire. Le commissaire Marcas, c'est l'histoire de c'est pas Eh possible. ben, Les on voit que tu as pyramides, préparé ton les live. machins. Franc-maçonnerie. Heureusement qu'il y en a deux qui suivent, les gars. Franc-maçonnerie. Il s'est Donc en ramé, fait, je veux bien. Non, mais c'est bien, vous êtes gentil, c'est cool. Je note. Bacchiello, Valentin, je note. C'est bon. Ok, pas de souci. Donc en fait, Eric Giacometti est assez pointu. Il a une carrière de journaliste, hein, avant d'être écrivain. Et du coup, il arrive
et là j'ai la date, du coup, il arrive en 2017, donc du coup, sur L'Étoile du matin, qui est le premier tome de ce diptyque dont va nous parler Valentin. Voilà. Ouais, L'Étoile du matin et les Voiles écarlates, qui est donc le diptyque, le premier diptyque d'Eric Giacometti. Là, ça touche au trading haute fréquence, donc les ordinateurs qui passent eux-mêmes des ordres d'achat, de revente d'actions. Donc c'est la dématérialisation finalement de la bourse, puisque c'est plus que des traders qui sont derrière, mais c'est des ordinateurs qui font leurs petites affaires ensemble. Un peu comme ce qui se passe au quotidien, quoi. Un peu ça, voilà. Donc là, on arrive encore une fois, on repousse un créneau du côté un peu plus contemporain du groupe qui s'inscrit dans une autre approche, en tout cas de la bande dessinée. Et il se trouve qu'il y a un krach boursier à New York un beau matin. Et ce krach pourrait avoir été organisé par le groupe W, encore le groupe W, décidément. Systématiquement, dès qu'il y a un problème, il y a toujours le méchant Largo Winch derrière. Et donc, ça attire l'attention. Pourrait-il y avoir un complot qui les ferait remonter jusqu'en Russie? Possible aussi. Donc là, on voyage aussi un peu du côté de Saint-Pétersbourg. Ça apporte une fraîcheur aussi à la série. Ouais. Ça s'inscrit toujours, par contre, ça On s'enrichit retrouve un bien. petit côté de James Bond dans Un, ce. un peu, ouais. Un peu. C'est très James Bond dans l'écriture. Et par contre, ça s'attache vraiment à ce qu'a laissé le dernier diptyque en date, qui est Chassé croisé et 20 secondes, puisque des éléments scénaristiques qui sont exploités, et je crois que c'est l'une des premières fois, sont directement posés Mm. dans le diptyque précédent. Et ça fait Mm. la jointure entre les deux, la passation en fait de C'est scénaristes. un passage de témoin, tout à fait. C'est un passage de bien fait. témoin, ouais. On sent aussi l'amorce de changement dont on parlera avec le dernier tome. Mm-hmm. On va en rester là Ouais. pour la présentation de ces différents tomes et diptyques. Mm-hmm. J'espère que ça vous a donné envie de les lire. Juste pour parler vite fait des personnages que l'on retrouve. Donc on retrouve Largo qui est le héros, on retrouve son pote Simon, Mm-hmm. on retrouve Freddy qui est son chauffeur, qui va être remplacé par Silky à un moment de l'histoire. Mm-hmm. Pour vous situer un peu, si vous ne connaissez pas l'histoire, moi, de mes personnages préférés, hormis Largo Winch, que j'aime beaucoup, je parlais de June Tarrant, qui me plaît Mm-hmm. beaucoup pour la détermination de cette jeune femme. Gus Fenimore pour le côté bon vivant, et je trouve que l'esthétique du personnage est plutôt cool. Mm-hmm. Et puis, Miss Pennywinkle, que tu évoquais aussi, parce que c'est la secrétaire par excellence. Quand on la voit à chaque fois, il y a un peu rien qui dépasse, c'est-à-dire qu'elle est toujours tirée à quatre épingles. Elle tient à bout de bras parfois le destin du groupe. Et je trouve que voilà, ce sont trois personnages secondaires, mais qui illustrent bien la puissance Mm-hmm. scénaristique et l'écriture de Largo, quoi. Je sais pas Ouais, si tu as ouais. des personnages que tu aimes aussi, Valentin. J'ai évoqué en partie Freddy parce que c'est un personnage qui est attachant dans son histoire, dans son charisme aussi. Et un autre personnage qu'on n'a pas évoqué qui apparaît dans le diptyque sur Venise qui s'appelle Tyler, qui est un majordome, mais un Oui. majordome un peu particulier puisque en fait il joue aussi un rôle. Il a une carrière qui n'était pas que celle de majordome et il est capable d'utiliser un parasol en javelot, le cas échéant, pour défendre Largo Winch. Donc c'est un majordome mais qui ouais, c'est manier les armes. Et c'est assez surprenant. Un peu comme du Black Butler, mais version bande dessinée franco-belge. Bien, bien. Bakello, t'as pas tout lu, mais il y a des personnages qui t'ont marqué ou pas? En fait, les personnages forment un tout au niveau de l'argot. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai pas accroché plus ou moins les personnages. Parce que je trouve qu'ils étaient très complémentaires par rapport à l'argot, par rapport soit à des choses qu'il ne sait Ah, pas ouais, faire, ça. soit des choses qu'il est incapable de faire, alors qu'il pourrait même Ouais, je suis tenter. d'accord. Et ça, c'est faire quand même un groupe assez homogène et qui fonctionne malgré les dissensions qu'ils peuvent avoir de temps en temps et le fait qu'ils se remettent les uns et les autres à leur place. Que ça soit sa secrétaire qui lui rappelle que c'est lui le grand patron et que c'est pas à elle de faire le boulot. Son ami qui est en train de devenir une star et qui se voile un peu la face dans le diptyque où ça se passe aux États-Unis, côté Hollywood, tout ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé appréciable, mais sans forcément dire que c'est des personnages que j'apprécie particulièrement.
En Ah, je revanche, comprends bien. j'avoue Plus que, l'écriture qui te voilà, moi branche. c'est l'écriture. En revanche, j'avoue que, point de vue dessin, il y a deux albums. Ah, le mec, il est bon. Le mec, il est bon. Voilà, Mhm. Tu vas pas le dire maintenant, parce qu'on va changer de partie, oui, et en mais fait, on va aborder le dessin. oui, mais juste rapido, c'est parce que moi, ce sont les couvertures. Ah, Et les couvertures, pour moi, il y a ouais. deux couvertures, pour moi, ce sont les deux plus belles. Et pourtant, c'est pas là où il y a l'explosion graphique au niveau des yeux. Ce sont les trois yeux des gardiens du Tao Ouais, ouais, et la voie de la vertu. oui. C'est très simple en termes d'affichage et pourtant il y a un énorme travail dessus qui est fait que je kiffe et surtout la typographie au niveau du titre qui a été mis en avant. Et ça, Mhm. il y a un travail de Philippe Franck dessus qui est monstrueux. Et pour moi, rien que pour ça, je veux dire, c'est des trucs qui me donnent envie de lire. Mhm. Des fois, Alors, ça peut être la on couverture, n'avait mais pas ça, voilà. bossé, on n'avait pas bossé les enchaînements, mais Bakello nous a fait un enchaînement d'enfer. Et on va passer à la partie suivante, hein, le dessin, où normalement vous allez voir des pages en fait Mhm. défiler. Donc pour rappel, Philippe Franck commence Largo en 1990. Il n'a dessiné que 4 albums. Pourtant, on peut qualifier déjà son trait inspiré par le réalisme et la fidélité. Certes, son trait est encore un petit peu hésitant sur les 4 premiers albums qu'il a sortis. Euh, le premier Largo va marquer encore un step en fait dans le souhait d'être précis. Euh, mais c'est un bourreau de travail et on y reviendra et il a su montrer l'ampleur de son talent. Dans son style, en fait, moi je dirais qu'il y a une première phase en fait hein, qui va du tome 1 au tome 6, donc qui couvre les 3 premiers diptyques, où il peaufine son style, mais il est toujours hérité en fait des premiers albums qu'il a signés avant Largo. Mais effectivement, le travail de précision et de fidélité s'accroît encore au fur et à mesure des albums. On arrive sur la phase 2, en fait, sur les tomes 7 et 8, hein, donc la forteresse du Maquiling pardon, et l'heure du tigre. Oui, c'est bien ça. Mhm. Et du coup, on voit qu'il y a encore un cap qui est franchi. Et la phase 3, je dirais, c'est l'affirmation vraiment d'un style plus fin, plus précis, beaucoup plus élégant. Et tout devient élégance cette phase-là, on va dire. Les femmes, les vêtements, tout est vraiment très, très élégant. Euh, qui est en plus affirmé en fait sur tous les tomes à partir de ce tome 9 justement. À noter enfin que le travail de Philippe Franck, hein, il doit prendre, je pense, quand la moyenne doit être à 18, 12 mois en fait pour faire un album, Philippe Franck doit à peu près prendre 18 mois, je pense, Mhm. peut-être un peu plus avec la couleur, puisque il réalise pas forcément la couleur de manière autonome. Il a des gens qui Une l'aident. seconde, ouais. Mhm. Mais on qualifie son trait maintenant, et je pense que tout le monde sera d'accord, par la finesse, la précision du trait. Mhm. C'est vraiment ça. Et quand tu parlais des couvertures, Bakello, Ouais. euh, ça prouve que Franck est un bourreau de travail. C'est-à-dire que petite anecdote, hein, on est allé à la soirée de lancement du dernier tome et l'occasion de discuter avec lui. Quand il y a un détail qui pêche dans une case, quelque chose qui est incohérent, en l'occurrence, là, c'était dans le dernier album, c'est le côté du volant sur une voiture par rapport au pays dans lequel il se trouve. En l'occurrence, le volant était à gauche et dans le pays dans lequel se trouve l'histoire, normalement, les volants sont à droite. Et ben, il a redessiné le truc et il a remis sa case à jour par souci de fidélité. Et c'est pas tous les dessinateurs qui travaillent de cette manière. Et je pense, moi, c'est toujours un plaisir, en tout cas, vraiment, de découvrir son travail ou de redécouvrir son travail parce que il a son mot à dire sur les couleurs et même les couleurs magnifient le truc. Mhm. Euh, je voulais juste préciser du coup que les tomes 19 et 20 ont un trait un petit peu hésitant, je dirais, qui manque de brio, hein. Les tomes 19 et 20, c'est chassé, croisé et 20 secondes. Je pense que c'est le dernier tome, enfin c'est pas je pense, c'est le dernier tome qu'il a fait avec Van Damme.
mais le retour au dynamisme et à l'élégance est là dès le tome 21. Et l'argot est plus frais que jamais. Les cases sont punchy et surtout dans le dernier tome, il y a vraiment des choses, des très très belles cases. On aura l'occasion d'y revenir dans la dernière partie. Et pour finir, en fait, Philippe Franck, c'est le dessinateur qui peaufine les personnages, les proportions, les décors. Et tu le disais, Valentin, quand il met les nouveaux bâtiments dans les BD, bah, c'est un architecte qui les dessine. De mémoire, je crois que c'est dans Shadow ou dans Golden Gate, il y a une moto qui a été dessinée par son fils, je crois. Les voitures, quand il met en scène des voitures, et ben, ils achètent en miniature et du coup, ça lui permet de les dessiner avec l'angle qui va bien, la perspective qui va bien. Et vous connaissez ma passion du voyage sur les traces de bande dessinée, et c'est vrai que là, comme en plus il travaille souvent à partir de repérages préalables et de photos, j'ai l'occasion d'être beaucoup inspiré par ses travaux. C'est vrai qu'il attache, comme tu disais, un grand réalisme au décor et en tout cas à l'environnement. Là où dans certaines BD, c'est peut-être un peu moins prononcé. Là, il y a vraiment une volonté d'être dans le détail. Complètement. Sans que finalement, ça devienne pas entre guillemets pollué, mais la lisibilité du texte, en tout cas, ça reste très très lisible. Ah, mais c'est une grande école de dessinateur à lui tout seul. Ouais, non, carrément. Entre le placement des bulles, les décors, le fait que les décors ne prennent pas le pas dans l'image, le travail de documentation qu'il fait, parce que je parlais du bouquin tout à l'heure qui montre la création comment dire, de La Voix et la Vertu et les trois yeux des gardiens du Tao. Il va sur place et il prend des photos, quoi. Donc c'est vraiment ce boulot-là. Enfin, c'est peut-être à l'ancienne école, mais c'est vraiment vraiment excellent. Et enfin, on en reparlera s'il y a des choses à dire, mais avec le dernier album. Donc on en reparlera tout à fait, sur le dernier tout à album. fait, je suis d'accord. Et le petit détail qui tue à chaque fois, ce sont les caméos. Il y a toujours dans les albums des caméos. Alors, le dernier album ne fait pas défaut à la règle, on y reviendra tout à l'heure. Mais les caméos, par exemple, c'est le fait, par exemple, de voir Bernard Tapie au détour d'une case de Largo. Et l'avocat de Largo Winch, c'est Jean Van Damme, par exemple. Dans certaines cases, Largo physiquement ressemble énormément à son créateur. Donc ça, c'est plutôt cool et ça agrémente aussi la lecture. Voilà, eh bien, on est en retard sur le timing, mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour parler de quelque chose qu'on aime. Et on va passer, si vous le voulez bien, à la partie suivante. Et la partie suivante concerne les adaptations. Eh oui. Alors, les adaptations, on va commencer avec la première adaptation en 2001, en fait, avec la série télévision Largo Winch, qui est une coproduction, attention, restez assis, américano-germano-belgo-canado-française. Voilà. Avec, pour moi, celui qui restera, et là je vais me prendre la tête avec peut-être quelqu'un parmi vous, je ne sais pas, le Largo Winch à l'écran, en fait, c'est Paolo Seganti qui incarne Largo Winch dans cette série aux 2 saisons. Et cette série est un petit peu différente, vu que, alors, ça joue sur pas mal de choses, mais l'adaptation est plutôt bien faite. Il y a des personnages qu'on ne retrouve pas, il y a des personnages qui vont changer un petit peu, bref. Le clan Largo, ça va être en premier lieu, on va retrouver Simon Vrona, qui est toujours son pote, qui est son pote de galère. Son rôle ne change pas par rapport à la BD. Les 2 personnages qui vont l'accompagner vont être différents. Il va y avoir Joy Arden, normalement, le nom doit être bon, qui est la garde du corps de Largo, une jeune femme dynamique, élégante et assez punchy quand il y a besoin. Et puis on retrouve Kerensky, alors Kerensky qui physiquement ressemble beaucoup au pilote de Largo, à Freddy, mais qui lui est un génie de l'informatique et qui va déjouer tous les pièges et faire sauter les verrous informatiques. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Largo et ensuite j'ai lu Le Prix de l'argent. C'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné à l'époque, c'était diffusé sur Largo Winch, sur M6, pardon. Oui. Il n'avait pas encore possédé le... Il n'avait pas encore W9, je crois pas que ça il n'avait pas encore W9, pardon. Mais ça a fait du coup, ça a fait sensation à l'époque, puisque la série était tournée en France, était tournée
aussi aux États-Unis, en Allemagne. Enfin, ils n'hésitaient pas à changer les lieux de tournage, et ça, c'était assez nouveau pour une série dite européenne, mais mondiale, quoi. Et c'était vraiment, vraiment cool. Surtout qu'il fallait Euh, l'oser. Il n'y avait pas beaucoup de séries qui osaient faire ça. oui, oui. Surtout pour une série européenne, parce que des séries américaines qui pouvaient se passer un petit peu partout à travers le monde, ben ça, il y en a eu tout plein. Alors, les Mais séries américaines ne changeaient pas de lieu de tournage. non, Les mais champions du monde américains, hmm, c'était qu'en fait, tu prends énormément de séries télé de l'époque américaine, ils prenaient les véhicules européens qui étaient oui, vendus aux États-Unis, pour en faire. et en mettant ces véhicules-là, en ne changeant que le format des plaques, on te faisait croire que ça se passait du coup en Europe. Faux, faux et archi faux. Il fallait avoir l'œil, il fallait regarder tout ça en détail. Voilà. Mais non, non, T'es là, pas ça les changeait bagnoles. vraiment. Mais le truc, c'est On ne s'en que fait pas, hein, c'est voilà. plus un secret. Mais de toute façon, après, là, par rapport à l'argot, ça a été difficile de ne pas faire des histoires au niveau mondial, surtout quand on voit la BD, comment ça se passe un peu partout. Oui, c'est sûr que Une implantation qui est l'argot agit énorme. sur Yvette, ça ne le faisait pas, quoi. Tu vois, fallait viser plus loin, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est dommage que tu On n'as pas va été plus continuer loin. on va continuer en accélérant un peu parce qu'on est toujours en retard, Oui. les gars. Euh, Ah. Il y a 2 jeux vidéo qui ont été adaptés. Il y a Largo Winch Commandant SAR sur PlayStation et un peu plus tard, Aller simple pour les Balkans sur PS2, GameCube, Xbox et PC. Ça n'avait pas grand-chose à avoir de mémoire avec Largo. C'était plutôt un FPS ou un TPS? TPS, Un voilà. TPS, tu vois. Donc, vu à la troisième personne, qui était à ce moment-là les jeux à la mode, façon Tomb Raider. Ok, Mais le ok, jeu n'a ok. pas vraiment marqué. Largo Winch est sorti sur la sixième génération de console. Bizarrement, c'était facilement trouvable en magasin. Ça partait bien, je m'en souviens parce que je bossais en magasin à ce moment-là. Mais bizarrement, on n'entendait pas plus parler que ça. Mais en tout cas, il y avait sûrement un public qui avait trouvé un certain plaisir de jeu. En revanche, le jeu était mis sur une catégorie de tout public. J'aurais peut-être pas mis tout public. J'aurais mis quand même par rapport à ce que l'histoire pouvait raconter. On va dire, ouais, partir de 12 ans pour bien comprendre l'histoire. Après, le Ok. gameplay en soi, ça aurait suffi effectivement à tout public. Ok, ok. En 2002, toujours, sort un jeu de société tiré de la série, et le jeu de société s'appelait la Commission Adriatique. Alors, pour expliquer, la partie qui était développée dans la série télé était l'idée d'une commission occulte, en fait, qui dirige le monde, ou en tout cas le monde économique, d'un endroit secret, etc., chose qui n'a jamais été développée dans la BD, et ça s'appelait la Commission Adriatique. Donc, c'est des choses qu'on voyait repopper à différents moments dans la série. La série nous montrait des épisodes purement économiques, purement aventure, ou des choses un petit peu plus obscures, un peu genre Tomb Raider aussi. C'était à la mode à l'époque. En 2007 sort une adaptation sur mobile de Voir Venise et Mourir, que je n'ai jamais vue. Pareil. J'ai essayé de trouver des images de ce jeu-là, jamais vu. Si, alors moi j'avais trouvé une. Alors récemment en relisant toute la saga, il fallait que je l'avais pas préparé forcément, mais j'ai vu en fait une sorte de teaser sous forme de prospectus, voilà, donc je pourrais Mhm. éventuellement te montrer ça. Ça a l'air Ah, je d'être, veux bien. ça a l'air d'être assez pixelisé dans le sens où c'est encore du tu sais, le On n'avait game pas les design, smartphones à l'époque, hein. voilà, Ah, c'est on ça. n'avait pas les smartphones à Mais, l'époque, hein, donc, mais ça m'a donné envie de pousser un petit peu le truc, donc je vais voir s'il n'y a pas ça en émulation parce que ça pourrait être marrant de le streamer à l'occasion d'accord. sur la chaîne. Voilà, C'est un jeu sur mobile, hein, quand mobile, même, je te rappelle. Ça voilà. risque d'être compliqué à trouver, hein. C'est pas grave, ça va être marrant. On va s'amuser. C'est comme les remorques ici. À Tu te Valentin, rien débrouilles. d'impossible. Tu te Voilà. débrouilles. À Là-dessus, Valentin, rien. voilà. Là, je m'en occupe pas de ce truc-là. Je m'en occupe D'accord. pas. Alors, un autre jeu sur informatique auquel moi j'avais joué, qui est sorti en 2009 et qui a disparu trop vite, Mhm. c'était un jeu de rôle en ligne, comme ça a été l'époque aussi dans ces années-là. Et on incarnait un collaborateur du groupe Winch de mémoire. On devait gérer pas mal de choses, des rendez-vous, des actions, des machins, etc. Et je m'étais inscrit, j'étais content, c'était cool. L'interface, c'était un site web, hein, et c'était plutôt pas mal. Il y avait des illustrations qui étaient tirées de la BD. Et il y a encore un compte Twitter, pardon. Il y a encore un compte Twitter qui est complètement perdu au milieu de Twitter et qui s'appelle Largo Winch le jeu.
C'est tout ce que j'ai vu qu'il en restait, en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de site, il n'y a plus rien. J'ai parlé de ce jeu pour pouvoir laisser Valentin enchaîner sur l'adaptation en 2008 au cinéma avec Largo Winch qui était incarné par Tomer Sisley. Ouais, je sais Ah, que t'es pas fan. C'était donc un film, enfin, un diptyque de film qui a été réalisé par Jérôme Salle. c'était pas un diptyque. Enfin, Je pense que ça n'a pas Ouais. été pensé en deux fois. Il y a eu deux films, mais ça a de, été ouais, pensé en deux fois, je dirais. ouais, enfin bref, en tout cas, c'est le même réalisateur qui s'est collé aux deux adaptations. Alors, le premier, je l'avais trouvé plutôt bon, c'est-à-dire que ça reprenait finalement l'héritier et le groupe W de façon réinventée. Donc, ils ont vraiment reposé les bases de ce qu'était Largo Winch, le groupe W, de comment il s'était retrouvé là où il était. Et ils ont mixé ça avec OPA et Business Blues, là encore revisité, pour remettre directement Largo Winch dans le bain avec une volonté de le faire déjà se frotter à la concurrence financière. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé qu'on retrouvait à la fois la partie aventure, qu'on retrouvait aussi la partie financière. Il y avait dans ce premier opus de film euh, des éléments qui faisaient penser à Largo Winch. Il y avait aussi une petite partie en Asie avec on va dire le C'était vagabondage encore de une Largo fois, on Winch. retrouvait ce côté de James Bond. Moi, je me souviens On retrouvait je ce crois que côté je me James souviens Bond. plus du premier que du deuxième. On retrouve ce côté de James Bond. Moi, ce qui me gêne, je vais arrêter, mais Tomer Sisley a vraiment des capacités de jeu. Hein. Je remets pas en cause le talent de ce monsieur. Sauf que pour moi, physiquement, c'est pas Largo, quoi. Et du coup, Tout à fait. je sais qu'on en avait discuté avec Mm. Bakelo. Largo, c'est une carrure, tu vois. C'est pas non plus un Golgoth, mais voilà, quoi. Mm. C'est Et je quelque trouve chose qui joue. que C'est Thomas quelque chose Sisley qui joue. l'avait pas. C'est Mm. quelque chose qui joue. C'est souvent même critiqué, pas seulement au niveau de Largo Winch, mais dans plein d'autres films qui sont issus d'une adaptation. Le jeu d'acteur peut poser problème, mais en fait, c'est rarement qu'on arrive à trouver un juste milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui sait aussi bien jouer et qui a une certaine forme de ressemblance avec le personnage au niveau de la carrure ou des formes, Mm. ou soit c'est les formes sont exactement ça, mais en revanche, le jeu d'acteur, c'est what the cut, c'est ah, c'est quoi ça? Mm. Et ça, c'est un gros Non, problème mais au niveau des il y a du adaptations. talent, mais Oui, mais après, attention, je ne parle pas de Thomas Cissé qui n'avait pas de talent. Là, je dis au contraire, Thomas Cissé est très bon acteur. J'ai vu dans d'autres Euh, œuvres, tout ça, il est très très bon. En quand il a revanche, joué dans un sitcom à la télévision, il était génial. mais en revanche, c'est comme tu dis, euh, on me dit Thomas Cissé, je pense pas du tout à Largo Winch. Et dans le film, ouais, tu joues bien, mais t'es pas Largo. C'est con, hein, c'est. ouais. À la Le rigueur, premier, il aurait dû prendre du muscle. En fait, il aurait pris Mm. du muscle. Et c'est très con, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça pour des rôles. Ils manquait la prennent du taille quand même. poids, Mm. ils prennent du muscle, tout ça. C'est des phases Mm. épuisantes, mais pour un rôle, ils n'hésitent pas à le faire. Et ça, je pense que Mais c'est ouais. ça qui a manqué à Thomas Sisley. Mm. C'est ben voilà, c'est de la carrure. Pour moi, il est trop fin par rapport à ce qui est Largo. Largo, c'est pas réellement un Golgoth, mais il a une carrure. Il a une présence par son corps qui Bakelo, voilà. il a un forfait à la lettre, pas au mot, hein, à la lettre en fait. C'est-à-dire que pour l'arrêter, après, c'est mort. Une fois qu'il est parti, t'as l'impression qu'il a glissé sur une piste, et hop là, et il surfe le mec, mais Oui, mais moi vraiment, je c'est slalom, exceptionnel. je slalom, monsieur. Voilà. C'est à ça qu'on connaît les vrais C'est passionnés. beau la passion. Mm. Tout ça pour dire que dans la fin des adaptations, en 2011 sort le deuxième film, Largo Winch 2, dont je ne me souviens pas du tout, Idem. à Ouais, part que j'ai pas aimé. ouais. Alors, cet album-là, il a vraiment mis de côté la partie financière. On n'est plus trop là-dedans. Alors, il y a une obscure fondation qui aurait été financée par du trafic de stupes, mais c'est vraiment en fond d'intrigue. Et ça explose dans tous les sens dans la jungle avec des dictateurs de partout, de machin, de trucs. On est moins dans le Largo Winch que j'apprécie, c'est-à-dire on est plus côté forteresse de Makiling et l'heure du tigre. Ouais, À écouter les bonus du DVD, tu sens pourtant que Jérôme Salle, qui est donc le réalisateur des deux films, il aime fondamentalement la saga, hein, il Mm. s'en cache pas, et tu sens que ça transpire dans le commentaire qu'il peut faire de ces films. Euh, pour autant, ouais, ce deuxième opus réécrit aussi Simon Ovrona, mais d'une manière qui m'a pas convaincu plus que ça. C'est-à-dire qu'on réinvente un personnage, mais c'est devenu une caricature du personnage qui était déjà en lui-même une caricature, donc pas oui. convaincu des masses. Euh,
on invente un fils à Largo Winch. Alors bonne idée pour le coup. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'est là où moi j'ai lâché le truc en fait. C'est parce que Ouais, ouais. je trouve que dans la BD, hein, Largo est pas encore mûr pour avoir un enfant. Je trouve que Mhm, dans sa tête, mhm, il en est pas encore à ce stade-là. Alors ça arrivera certainement, hein, mais mhm. et le voir popper comme ça dans un film, oui, mais non. Ouais, ouais. Bon, je sais que t'as pas aimé ce film-là. Moi, par contre, je peux te dire, je crois que ça avait été tourné en partie en Indonésie et il se trouve que pour les Mhm. besoins du tournage, au-delà des villages qu'ils ont fait exploser parce que c'est les amusait de faire exploser des trucs, ils ont construit un village pour une population locale et il se trouve que le village qui a servi au tournage a ensuite été réutilisé par des locaux pour leurs propres habitations. Donc ce film a quand même eu un C'est cool. impact intéressant, ça c'est plutôt cool. Ah ouais, Dans les, complètement. dans les anecdotes aussi de ces deux films, on croise Jean Van Damme, qui est donc le scénariste de Largo Winch, qui dîne avec Nerio Winch, son personnage, à l'occasion du premier film. Ça, c'était fun aussi. Donc voilà, il y a des trucs quand même qui sont, quand on a l'œil et qu'on aime regarder les petits détails, sont intéressants. Ok. Ok, ok. Eh bien, c'était la partie adaptation et on change pour la dernière partie qui va parler de l'année 2021. Car cette année, on a eu le droit à deux Largo. Alors, si bizarre que ça puisse paraître, tout le monde va dire, bah non, il n'y en a qu'un qui est sorti. Eh bien non. Donc, on va parler d'abord eh ben non, pas de celui-là, de Non. celui-là. Mhm. De celui-là, La Fortune des Wingslav. Alors, je disais tout à l'heure que Jean Van Damme a quitté la bande dessinée, la série Largo Winch, mais il a quand même eu envie d'y revenir quelques temps après, dans cette série qui n'est autre qu'un préquel, Mhm. Wingslav étant le vrai nom d'origine de Nerio Winch, Mhm. le père adoptif de Largo. Et donc la série commence, alors ce sera une série en 3 épisodes, hein. Le premier est sorti au premier semestre, je crois, peut-être avril-mai, Mhm. un truc comme ça, ou Ouais, il me peut-être semble. plus tôt. Mhm. Et donc, du coup, il y aura 3 tomes qui vont se passer de 1848 à 1965. Donc, dans Mhm. ce tome-là, dont vous voyez défiler les images, alors il est dessiné par Philippe Berthet. Philippe Berthet est un dessinateur est célèbre pour le privé d'Hollywood, les pin-up. Il a travaillé aussi avec Fred Duval sur une série Nico. Il a un trait ligne claire qui est caractéristique et qui tranche vraiment radicalement avec le trait de Philippe Franck et tous ces petits détails et précisions. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le personnage là, qui est un des ancêtres de Nerio Winch, qui s'appelle Vanko, est le portrait craché d'un certain Largo. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que ça ne l'est pas? Je n'en sais rien. En tout cas, on nous raconte complètement autre chose avec cette série. Cette série, si vous avez lu aussi de Jean Van Damme la saga des brasseurs, Les Maîtres de l'Orge, qui a été adaptée en série télé, je crois. Ce côté saga, en fait, époque, dynastie, ce côté feuilletonnant aussi, hein, puisqu'il y a des rebondissements, notamment à toutes les pages, et il y a un cliffhanger qui est vachement sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une façon intéressante de développer la galaxie Largo Winch. Est-ce qu'on aura d'autres choses? Est-ce qu'on aura des albums parallèles? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette série et cette idée m'a paru très intéressante. Qu'est-ce que tu en as pensé, Valentin? Graphiquement, j'ai été emballé parce que effectivement, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire d'habitude. Il y a ce que j'évoquais quand on en parlait avant le live, mais c'est vrai que c'est un petit côté dessin à l'ancienne, un peu Oui, qu'on pouvait retrouver sur entre guillemets certaines boîtes à gâteaux où c'était un peu un truc un bah, peu on est très très ligne simple, claire. On est très 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 ligne ligne claire, hein. très Mm. ligne claire. Le trait va à l'essentiel. Les couleurs, d'ailleurs, tu n'as peut-être pas cité la personne qui fait la colorisation, mais Non, ça Mais n'a pas je été vais dit. le dire, c'est toujours Mef Versavel. tout à fait. Ben écoute, moi j'ai été emballé par l'aspect vraiment graphique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un parti pris ils vont à fond dans cet esprit un peu rétro et moi j'aime beaucoup. Je crois qu'elle a travaillé sur Sésambres de Nicolas Malfin Mhm, et du coup j'avais bien aimé son travail sur mhm, les couleurs déjà.
vu qu'on s'est dit qu'on parlerait un peu plus des Les coloristes, coloristes. tout à fait. On va se faire un point Juste, d'honneur à le faire. je te laisse finir ton propos et je vais Oui, retrouver oui. l'info. Alors, autant graphiquement, je disais, j'ai commencé par le positif, j'ai été vraiment emballé et je trouve qu'il y a vraiment eu un super boulot. Autant d'un point de vue scénaristique, si tu retires l'aspect Largo Winch et ancêtre de Largo Winch, bah, il reste finalement une histoire un petit peu classique. C'est-à-dire que ça m'a fait beaucoup penser à une histoire qui, pour le coup, traitait des thématiques assez similaires, qui étaient celles de l'Exode suite à un conflit un peu de guerre, qui était celle des Déracinés, qu'on a traité un peu plus tôt dans l'année, et qui m'avait semblé un peu plus profonde et mieux écrite et mieux structurée que celle qu'on nous a proposée dans cet album. D'ailleurs, il y a une vidéo, un Yep Club qui avait été fait à l'époque avec d'ailleurs beaucoup d'éléments historiques qui avaient été apportés par Bakello, et donc c'est un super live que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et donc dans cette intrigue là de la fortune des Winsclaves, j'ai peiné à finalement à rentrer dedans parce que on switch de génération de façon très flash. On a du mal à s'attacher au personnage, qu'on passe déjà à la génération d'après. L'idée étant Alors, d'arriver. j'ai pas vécu ça de la même manière que toi du tout, hein. Mais vraiment. Ouais, mais on pourra en discuter. Et juste pour finir, on nous avait évoqué finalement les origines de Nerio Winch. Je crois que c'était dans Mer Noire, un truc comme ça, Oui, où il y avait oui. 3 ou 4 cases sur les origines. Bon, effectivement, graphiquement, ça a bien changé de tête et on sent qu'il y a eu un travail qui a été fait a posteriori. Mais est-ce que ça apporte plus que ce qui était compté à l'époque? Je suis pas sûr. Moi, je Euh, pense qu'il faut pas en attendre autre chose qu'une série, une saga, parce que là, on est littéralement dans la saga. ouais. Effectivement, faut pas s'attacher au personnage. On change très vite d'époque, on avance, etc. Euh, je retrouve vraiment des éléments communs. Alors, j'ai pas tout lu, hein, les Maîtres de l'Orge, mais on a ce côté un nom de personnage et une année. Et en fait, il y a vraiment le fait de vouloir revenir sur les traces et expliquer les origines de la fortune du groupe Winch aujourd'hui, mais à travers quelque chose qui est radicalement différent et l'économie, etc., est très très loin, effectivement. Quoi qu'on peut retrouver des souhaits de vouloir entreprendre, mais non, moi j'ai lu ça cet été et j'ai trouvé ça très divertissant parce que t'es pas dans une série d'action, c'est pas super speed, c'est pas un actionneur, non, voilà, tu prends le temps, tu racontes l'histoire de machin. Alors en l'occurrence, Vanko, il vient du Monténégro, hein, et du coup, il va arriver aux États-Unis pour faire fortune. Il va pas pouvoir trouver un boulot facilement. La femme qui l'accompagne, ça va pas se passer comme ça devait se passer, et donc voilà. Euh, il y a beaucoup de péripéties, mais il faut prendre ça pour ce que c'est, une série parallèle. Vous n'êtes pas obligé de la lire, justement, c'est ça le truc. C'est si vous êtes fan de Largo et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus, ben arrêtez-vous là. Par contre, si vraiment vous avez envie de lire un peu d'aventure, un peu, voilà, et ben vous ferez le lien avec des personnages et c'est très bien foutu. Je peux pas dire le contraire. Mm. Mm. Ouais, ça m'a fait penser à une saga que j'ai chroniquée aussi sur Niap à l'époque, c'était sur Facebook. Ça s'appelait Fraternité. C'était une saga familiale où finalement chaque tome, c'est une génération qui hérite d'un journal et ils sont en fait dans l'histoire de France, ils côtoient Mm. l'histoire de France. Et donc c'est comment le journal familial va pouvoir se transmettre de génération en génération. On est dans la même On est pleinement là-dedans, hein. Ouais, ouais, non, on est clairement, pleinement là-dedans, clairement. c'est-à-dire un Ouais, ouais. patrimoine familial qui se transmet de génération en génération. Et j'avoue que ce genre de récit, il reste malgré tout plaisant. Donc, Ouais, why je not? trouve ça bien. Et puis moi, ce qui m'a bluffé, c'est le cliffhanger de fin. Donc j'ai hâte de lire la suite et je pense que ça sortira en 2022. On change d'album puisque la nouveauté de la série principale Largo de cette année, c'était La Les frontières de frontière la de la nuit. nuit. Mhm. La frontière de la nuit, dont vous voyez les pages qui défilent aussi, donc qui est signé par Philippe Franck, Éric Giacometti, qui est le premier tome d'un nouveau diptyque, et la personne qui a aidé Philippe Franck sur les couleurs s'appelle Bertrand Denoulet, qui de mémoire avait déjà travaillé sur la série. On y retrouve un Largo qui est toujours le cœur sur la main, en train de vouloir défendre la veuve et l'orphelin. On y retrouve un Simon qui, du coup,
tente de séduire et se prend les retours du scandale MeToo, voilà, Et oui, parce qu'on est dans l'actualité, Julien. On se heurte à des complètement, Oui. thématiques vraiment contemporaines. Ça complètement. manquait dans la saga jusqu'à présent ces dernières années. Et là, on arrive avec une sorte de fraîcheur sur la saga Largo Winch. On se heurte à MeToo, on se heurte au tout ce qui est droits de l'homme aussi pour des entreprises multinationales et les impacts écologiques, environnementaux. Donc là, on est vraiment. Il y a une sorte de dépoussiérage, j'ai envie de te dire, Mm. j'ai trouvé, en tout cas, à mon sens, Puis de la série. on est pleinement actuel parce que ça va des défilés de lingerie comme les Victoria's Secret Mm. Ouais. comment dire, à des couples de millionnaires qui sont mis en scène. Ça évoque certains lancements de produits à la façon de ce que fait Apple. Enfin, il y a énormément de choses comme ça. Et non, c'est très, très actuel. On retrouve le mot fraîcheur que tu as employé, il est Mhm. vraiment adéquat. Euh, L'histoire, je te laisse en parler un petit peu. Ouais, je vais en parler un peu. Alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué là depuis maintenant un peu plus d'une heure, mais Mm. vous avez compris que le groupe Largo Winch, il est un peu vieillissant. C'est-à-dire que c'est de l'aéronautique, du transport maritime, des Des banques, énergies tout ce qui est fossiles. des énergies fossiles, tout ce qui aujourd'hui est un peu tombé en désuétude, comme le mot désuétude d'ailleurs en lui-même. Et du coup, c'est vrai que Eric Giacometti a opéré une transition du groupe en essayant de l'inscrire dans une optique un peu plus contemporaine avec du numérique et le gros enjeu de cet album, le spatial, puisque la grosse actualité de ces dernières années, c'est quand même la volonté de certains milliardaires de s'inscrire dans une démarche de conquête de l'espace sur la voie du tourisme notamment, ou même de soutien à des industries spatiales. Et Largo Winch va se prendre finalement pour intérêt de racheter une compagnie qui œuvre là-dedans, avec donc un gros enjeu autour du spatial. Et c'est un vrai vent de fraîcheur sur le groupe qui doit apprendre à s'inscrire dans le 21e siècle avec le numérique. Il n'y a aucune division vraiment numérique dans le groupe jusqu'à présent. Il n'y a pas vraiment de division sur le spatial. Donc il y a une réinvention du groupe à opérer et ça commence par Mm. cet album. Il y a autre chose que je voudrais noter aussi par rapport à cet album. Alors, ça dure pas très longtemps, même, je crois que c'est quelques cases, où un de ses collaborateurs explique par rapport à son action pourquoi il le fait, parce que c'est un ensemble de choses qui est arrivé dans les albums précédents et qu'il ne supporte plus. Et ça paraît bête, mais ce genre d'anecdote, sans même dire c'est arrivé dans telle BD ou autre chose, si on ne connaît pas le reste des BD de Largo Ouais, Winch, ben on sait il s'est passé d'autres choses très graves et que ça permet de se dire, ben, c'est il accessible. continue. Voilà, c'est accessible. Et Ouais, ouais. ça, d'un point de Mais vue il est très, narratif, très il faut, actuel. voilà, c'est très actuel, mais en même temps, ça se dit, ben voilà, il s'est passé encore autre chose dans les BD précédentes. Euh, vous pouvez les lire si ça vous intéresse, mais par rapport à ce diptyque, ce n'est pas obligatoire. Et ça permet de creuser l'intérêt et la curiosité du lecteur à peut-être découvrir les anciennes BD de Largo Winch. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et vous serez pas déçus, comme si vous l'avez pas compris, ça fait 1 heure et quart qu'on vous l'explique. Ouais, À noter aussi les caméos, hein, parce que moi j'ai trouvé que on retrouve encore beaucoup de ces personnages connus et moins connus, et les personnages on dit ah ouais lui j'ai déjà vu quelque part, C'est pas Stanley, hein. mais le, 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 le couple Manskind ou Manskin, Manskind, bah pour moi, hein, c'est Tom Hiddleston et bon, la jeune femme Elon ressemble Musk. beaucoup à Angelina Jolie pour moi, mais bon, on n'a Pas peut-être seulement. pas tous les mêmes références, Mm. hein? Point de vue de Et gestion d'entreprise, pour moi, c'est même plus Elon Musk qu'autre chose. oui, oui, non, C'est un mix. mais Oui, c'est un physiquement, c'est mix. Tom Hiddleston, hein, Oh voilà. oui. En même temps, il c'est pas commun d'avoir Loki dans Largo Winch quand même. Vous notez. y a aussi un petit côté, je crois que le monsieur s'appelait Zapata, c'est la personne qui avait une sorte Le jet de planeur. ouais, de jet qui du coup est un Français et D'overboard. qui a Overboard. ouais, le jumboard, le Ouais. jumboard, enfin bref, l'outil volant qu'il a, la machine volante qu'il a, qui fait un peu comme le personnage du bouffon vert, c'est une sorte de Tout à plateforme fait. volante qui lui permet de rester en lévitation au-dessus du sol. C'est un entrepreneur et c'est aussi utilisé dans voilà, ce dernier album. On peut aussi Alors citer moi, un ça a autre été truc. une.
Vas-y, je t'en prie. Qui est très discret, mais c'est vrai que j'ai noté parce que il faut dire que chaque album de Largo Winch a une particularité que j'aime beaucoup, c'est que dans les pages de garde, on a à chaque fois le panel de tous les directeurs de filiales, enfin en tout cas de divisions, Oui, qui sont oui, présents du board du groupe. du board du groupe, avec les comptes. Et il s'avère qu'il y a un truc particulier dans ce nouvel album, c'est que Olivier Bossard, qui est donc professeur à HEC, dont on avait déjà évoqué l'un des albums, puisqu'il a fait Ouais, la finance sur un des lives qu'on avait vulgarisée. fait, ouais. Mm. C'est ça, tout à fait. Voilà, Introduction à la finance. introduction à Voilà. la finance, et il utilise finalement l'argot winch pour expliquer des notions financières qui sont évoquées dans les albums, mais qui ne sont pas forcément accessibles aux commandes des mortels, donc qui se permet de développer des concepts via l'argot winch. Et bien avec, je crois que c'était avec des étudiants de HEC, il a dépoussiéré les comptes, donc il a fait un état des lieux des comptes de l'argot winch et il essaie de rendre ça plus actuel. Donc à chaque fois on a l'état des lieux des employés du groupe, au-delà des directeurs de division, et l'état aussi des comptes. Et ça aussi, ça a été dépoussiéré parce que la façon dont c'est tenu et géré n'est plus du tout la même que dans les années 90, et il fallait que ça soit rafraîchi. Et il y a quelqu'un qui s'y connaît en la matière qui a fait ce travail, et j'ai trouvé ça chouette. Voilà, Mm. Non, c'est cool. Et on sent bien, enfin, tout ça affirme que c'est la grosse tendance. C'est ce que j'évoquais en tout début, en introduction, c'est que Largo est une série empreinte du XXe siècle, et tout le jeu est de faire passer cette série dans le XXIe siècle. Le voici. Voilà, effectivement, on en avait chroniqué dans un des premiers Nia Club, je crois, le premier ou le deuxième. Ouais. Très très bon album au Et, passage. Hein. et du coup, et on sent que c'est un souhait des auteurs de faire passer cette série dans le XXIe siècle, et non pas de la faire coller à l'actualité, parce que le fait d'envoyer l'argot dans l'espace, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la frontière de la nuit, c'est pas pour coller à l'actualité, vu que ça a été pensé avant que Jeff Bezos aille dans l'espace et avant que Elon Musk envoie une voiture dans l'espace. Enfin voilà. En Donc sachant que avant même que cela arrive, il y avait déjà eu dans l'actualité il y a très longtemps déjà un milliardaire ou un multimillionnaire qui est allé passer un séjour dans l'espace, tout ça, qui avait payé, je sais plus, je crois 20 millions d'euros auprès de la NASA ou de l'agence russe. Mais là, ça s'est beaucoup plus médiatisé cette dernière année que ah oui, ce que ça cette a année, été. Et je pense ça a que crevé voilà. l'actualité. Mais Ouais, mais Avec entre Richard Branson et Jeff Bezos, voilà. mmh, Mais ça tombe là, mais c'est pas un souhait parce qu'on n'a pas fait, ils oui. n'ont pas fait une BD Ah, en 6 mois. C'est pas comme ça que ça mais marche. voilà, les auteurs, ils vivent dans notre époque, donc ils respirent aussi ce qu'on respire nous, Bien c'est-à-dire en sûr, termes d'actualité, en termes de thématiques, et donc forcément, il y a des grands sujets ils respirent ce qu'on d'actualité. Et... respire. Tant que c'est pas le Covid, tout va bien. ok, ça c'est fait. Non, Voilà. On va passer Non, sur mais la. du coup, ces deux albums parus cette année, c'est deux salles, deux ambiances, mais du coup, c'est pas pour ça que c'est l'un est moins bon que l'autre. mm, Et n'hésitez pas, en tout cas, si jamais, enfin, c'est Noël bientôt, hein, donc allez-y, et c'est vraiment pas mal. Une mm, autre chose dont on voulait vous parler, en fait, dont on vous a expliqué tout le talent de Philippe Franck, et en fait, ce qui se passe, c'est que il existe des art strips. Alors, les art strips sont actuellement déclinés sur Michel Vaillant. En fait, elles ont été inaugurées avec des cases de Jean Graton. Le principe était de reprendre des cases de Jean Graton, de les agrandir, de travailler un peu la couleur si besoin, et d'en faire un objet d'art tout simplement en tirage limité, avec une protection. Alors, il y a soit un traitement plexiglas, soit un traitement papier, mais en tout cas, ça ne s'abîme pas avec le. Il y a un traitement UV en fait, Pour éviter ça que ne ça jaunisse. s'abîme pas avec, voilà, avec le soleil et la lune. Là, en fait, c'est décliné sur les cases de l'Argo. Donc, en fait, il y a 10 cases parmi toutes les bandes dessinées qui existent, qui font l'objet donc d'un tirage limité à 30 exemplaires en différents formats. Hein, et différents formats, c'est pour les afficher au mur. Il y a une finition, comme je disais, plexiglas sur aluminium, ou une finition papier fine arts qui est très, très qualitative et très jolie. On a eu avec Valentin l'occasion de les voir. Et ça magnifie vraiment le talent de Philippe Franck, puisque ça permet, alors, déjà de décorer un lieu, en lieu et place d'un tableau,
Mais du coup, ça permet vraiment de pouvoir admirer des cases et du dessin. Alors, en termes de tarifs, c'est pas le prix d'un poster qu'on pourrait trouver au coin de la rue. C'est ça. Mais pour des gens qui seraient amenés à collectionner des planches, par exemple, Mhm. des planches de BD ou des illustrations liées par des auteurs, on est dans l'entrée de gamme des prix des planches, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez 15 000 euros à mettre dans une planche, bah, vous pourrez vous acheter plusieurs art strips. C'est vraiment, encore une fois, je le redis, et on n'est pas payé pour le dire, Ah, c'est pas un mais placement c'est de produit. très... Hein. Mais Voilà. si vous voulez en faire Non, un, pas du n'hésitez tout. pas, vous nous contactez, Mais on les montre. c'est très, on en reparlera. Ouais. C'est vraiment très qualitatif et pour des gens qui auraient un budget moindre, mais qui seraient fans en fait du travail de Philippe Franck, il y a deux box qui existent toujours sur le même principe que ce qui existe côté Michel Vaillant. Il y a une box crayonnée qui reprend des crayonnés de Philippe Franck et il y a une box couleur avec des cases qui reprend les 10 cases qui ont été choisies pour être illustrées. Et du coup, à un tarif beaucoup plus abordable. Juste pour préciser que je ne l'ai pas dit que les tableaux, puisque c'est des tableaux qu'il s'agit ni plus ni moins, sont quand même limités à 30 exemplaires. En gros, ce qui en fait non pas un produit dérivé, mais une œuvre d'art. On est vraiment dans la démarche qualitative, hein, et donc Euh, c'est pas tout est traité avec en fait, voilà. Et Puis tu as un on vous certificat mettra d'authenticité aussi, c'est-à-dire que c'est comme signé par avec un les auteur box, oui, et Oui, oui, c'est voilà. ça. Ouais. Mhm. avec les box, tout à fait, ouais. Mhm. Et les box sont limitées à 500 exemplaires. On vous mettra le lien si jamais ça vous intéresse Mhm. dans le commentaire du replay sur YouTube. Et le lien, c'est largowinchartstrips.com, tout attaché. N'hésitez pas à aller feuilleter, non, moi je feuillete la documentation, mais à allez aller checker. visiter Voilà, allez-y. le site pour en apprendre un peu plus parce que c'est très joli. Si jamais vous voulez vous faire plaisir à l'approche de Noël, je pense que ça peut être intéressant également. Voilà. Mhm. Dernière partie, Euh, dernier album qu'on va parler. pardon? Des... Dernière partie. Bah ça y est, on a fini là. Et des villes et des femmes. Ça te Eh parle ben, pas? on va le dire, on va le dire, on va le dire. Des villes et des femmes, qui est donc la première série qu'avait signée Philippe Franck, est rééditée chez Dargaud. L'occasion, si vous êtes fan de son travail ou que vous avez envie de découvrir ses premiers travaux, il a été recolorisé. C'est une intégrale qui relie les deux albums. Le travail de recolorisation, alors choque un peu. Je m'explique. J'ai eu l'occasion de feuilleter certaines pages. C'est une recolorisation actuelle sur un trait qui remonte à avant 1990. Est-ce que fallait le faire ou pas? Je sais pas. Je ne vais pas juger de ce truc-là. Simplement, si vous voulez découvrir les premiers tableaux de Philippe Franck, eh bien, c'est comme ça que vous pouvez le faire avec cette intégrale des villes et des femmes parue chez Dargaud. Voilà. Je crois qu'on en a fini. Tout à fait. Voilà. On aurait fait plus de temps que prévu, mais bon, on a Oui, fait 20 ben, minutes de plus que prévu. on est passionné par ce qu'on dit et donc on espère qu'on partage aussi cette passion. Sachez que tous les albums seront en description, enfin en tout cas pour les derniers sortis via les liens d'affiliation BDFU comme d'habitude. Donc Ouais, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de libraire de quartier, à passer par ces liens. Là pour le coup, on peut toucher on vous quelqu'un. remercie déjà On vous d'avance remercie tout à fait. parce que ça Et, nous aide un petit peu. et ça nous permettra d'investir dans le projet. Et c'est toujours ça, de pouvoir aller faire des tournages ou d'investir dans du matériel. Euh, Alors, je fais juste une petite pause là-dessus. mhm, À propos des distributions non, des albums Dupuis hein, chez les libraires en ce mhm, moment, mhm. vous découragez pas. Si jamais vous souhaitez en commander et que ça arrive pas tout de suite ou que c'est pas en stock chez un libraire ou enfin pour des tomes qui ne seraient pas les derniers et qui ne seraient pas en rayon, lâchez pas l'affaire, passez votre commande, vos libraires se débrouillera ou attendez tout début de l'année 2022. Mais lâchez pas l'affaire comme ce qu'on peut voir en ce moment. C'est passager, je pense. Et voilà, c'est dommage de Voilà. passer à côté de ces albums-là pour des raisons bassement matérielles. Ah, ben, de Voilà. toute façon, il n'y a pas que chez Dupuis. Hein. Il y en a plein d'autres aussi qui sont impactés.
Oui, il y a beaucoup de sujets sur que ce soit de pénurie de matières premières ou même de Ah mais chaîne d'approvisionnement. Enfin, je parle pas de pénurie, je parle ouais. de MDS, le distributeur de Mhm, médias participation, qui mhm. a des problèmes en fait d'effectifs et forcément D'accord. les commandes Ils suivent pas. de fonds chez le libraire ne se font pas facilement et mettent un peu Ouais, de temps à arriver. ouais, Les conditions de commande sont un petit peu délicates. Voilà, faut essayer de passer au-delà de ça, même si c'est dommage de ne ouais, pas ouais. avoir un album à Noël ou des choses comme ça. Ça vaut le coup d'attendre et ces albums-là sont plutôt cool une fois que vous les avez en main. Donc soyez patient et tout finira par arriver. Voilà. Oh, On va se quitter les amis. Ouais. oui, on va se quitter. On va quand même Eh bien, remercier les personnes qui ont assisté au live, hein. Donc, merci à Chen Chin, merci à Oldman Stéphane, un merci habitué, bien, merci et bien. Ouais. à Shanuala, qui était aussi présente, ou Eh présent. ben Voilà. merci à tous. Merci Merci à à toutes ces tous. personnes d'être passées nous voir. Alors, Et il se peut qu'on vous retrouve en live avant Noël. Si jamais c'était pas le cas, ben, on vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. mm, Ouais. Et on vous gâte aussi avec de nouvelles vidéos d'ici là, donc restez On est attentifs à la encore un chaîne. peu voilà. sous le coude d'ici la fin de l'année, ouais. À bientôt, bonne À très soirée. bientôt. À Ciao. bientôt, Salut. bye.